Débat politique. Débat politique avec Sohil Al-Hajmi. Tous les samedis, de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Débat politique. Le numérique n'est plus un simple outil technologique, il est devenu un véritable espace de pouvoir, de richesse, d'influence, données, plateformes, intelligence artificielle, cybersécurité, autant de domaines qui façonnent désormais la souveraineté des États. Pour l'Algérie, engagée dans une stratégie de modernisation et de diversification économique, la question est centrale. Comment bâtir une indépendance numérique réelle ? Sommes-nous acteurs de notre transformation digitale ou encore dépendants d'acteurs étrangers ? Et surtout, comment faire du numérique un levier de développement, de sécurité et de cohésion nationale ? Pour en débattre, 3 invités au parcours complémentaire. Nous avons ici avec nous dans le studio M. Hassan Dera, maître de conférence à l'École nationale supérieure de management, ancien secrétaire général du ministère de la numérisation et des statistiques. Il a participé à l'élaboration de plusieurs politiques publiques liées à la transformation digitale de l'administration et de la gouvernance des données. Autre invité présent ici également au studio, M. Abdelrahman Hadef, consultant et expert en géoéconomie, spécialiste des enjeux stratégiques de numérique et de leur impact et l'indépendance économique des États. Et bien sûr, il n'est plus à présenter. Nous avons en ligne avec nous également pour cette émission M. Abdelmalek Bachir, directeur de l'École nationale supérieure en intelligence artificielle. Messieurs, bonsoir. Débat politique avec Sohil Al-Hajmi. Alors messieurs, place au débat. La première question à monsieur, bien sûr, Hassan Dera. Le numérique, pilier de souveraineté. Peut-on encore parler de souveraineté nationale sans maîtrise de l'espace numérique ? Où se situe aujourd'hui l'Algérie dans la compétition technologique mondiale avec bien sûr les instructions du président de la République qui aujourd'hui est en train de bousculer pour aller vers une numérisation complète et totale de notre pays. Monsieur Hassan Dera. Oui, c'est une question assez pertinente quand on parle de la dépendance technologique, quand on parle de la souveraineté numérique. Moi, je pense que l'État est conscient de cet enjeu-là. D'ailleurs, le fait d'avoir créé un cadre organisationnel adapté, à l'époque, donc en 2020, c'était le ministère de la numérisation et des statistiques a été érigé par la suite un haut conseil à la numérisation, des notes donc de la volonté de l'État à justement asseoir, développer et promouvoir le numérique comme étant un levier de développement socio-économique. Maintenant, concernant votre question, effectivement, on parle de la souveraineté numérique, on parle de la dépendance technologique. C'est des termes un petit peu qui sont en train de façonner l'environnement géostratégique et géopolitique. La souveraineté des États, telle qu'on la connaît. Donc, c'est beaucoup plus la capacité de l'État à contrôler son territoire, la capacité de l'État à contrôler et protéger sa population. Mais cette définition-là, elle a un petit peu changé. Elle s'est beaucoup plus développée avec l'usage massif des technologies du numérique et l'introduction de l'IA. Maintenant, la souveraineté des États, ce n'est plus uniquement cette définition, mais beaucoup plus la maîtrise des données, la maîtrise des infrastructures, la maîtrise des technologies. Et donc, l'État, avec ses actions, avec ses orientations des plus hautes autorités de l'État, l'Algérie, elle veut effectivement être ou développer une certaine forme de souveraineté ou de souveraineté numérique. Parce qu'il n'y a pas un État qui est totalement indépendant. Mais il faut absolument que l'Algérie aille dans cette logique de développer au moins nos propres outils en matière de télécommunication, nos propres solutions donc technologiques
développer, mettre en place des data centers pour l'hébergement en interne, on a géré nos données, et là, peut-être on aura discuté, beaucoup d'efforts ont été réalisés, beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment en matière de textes réglementaires. Il y a maintenant des textes qui protègent la donnée personnelle. Il y a également des entités qui ont été créées à l'instar de l'Autorité nationale de protection de la donnée à caractère personnel qui vient justement asseoir cette souveraineté. Il y a aussi une agence de la sécurité des systèmes d'information qui a été créée. Il y a une stratégie de sécurité des systèmes d'information qui a été validée, qui a été également mise en place. Il y a également récemment et dernièrement la mise en place d'un décret exécutif pour la gouvernance des données. Donc la donnée maintenant elle est considérée comme étant un actif, comme étant une ressource stratégique à protéger avec ce changement ou cette transformation numérique qui a tout impacté. Alors, Monsieur Abdelrahmane Hadef, la donnée est devenue aujourd'hui essentielle. On le voit, elle est en train de bouleverser nos quotidiens, nos habitudes et bien sûr le monde digital. La souveraineté des États se mesure à la maîtrise de la technologie numérique. C'est ce que vient de déclarer à l'instant Monsieur Hassan Derar. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, que beaucoup d'actions ont été engagées au niveau de notre pays ou doivent être encore engagées pour rassurer cette souveraineté numérique? Sans aucun doute. Laissez-moi dire déjà qu'aujourd'hui l'Algérie connaît une transformation économique profonde qui est basée principalement sur une nouvelle doctrine économique qui est la souveraineté économique. Et dans ce cadre-là, la souveraineté numérique constitue un élément essentiel, si ce n'est pas le plus important de cette souveraineté économique. Aujourd'hui, le pays s'est engagé vers un grand chantier de modernisation. Et quand on parle de modernisation, on est directement, vous voyez, sur la capacité, la maîtrise des technologies numériques en termes de gouvernance, en termes de développement économique, mais aussi en termes d'usage au niveau des citoyens. Et je pense que les choses commencent à s'accélérer depuis les 2-3 dernières années avec une volonté d'asseoir une économie moderne, une économie intelligente. Et là, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions, un certain nombre d'initiatives, mais aussi, comme le rappelait M. Derar, un certain nombre d'initiatives dans le cadre organisationnel. Aujourd'hui, le Haut Commissariat à la numérisation est en train de piloter une stratégie qui vient d'être adoptée, une stratégie nationale de transformation numérique qui a été définie selon les priorités, les besoins, avec 5 axes stratégiques. Et avec cette stratégie aujourd'hui, le pays est en train d'aller vers une modernisation de son système de gouvernance, donc une gouvernance numérique. Il est en train d'aller vers le développement d'une économie numérique. Il est en train d'aller vers le développement de tout ce qui est infrastructure et capacité technologique. Il est en train aussi de se développer par rapport à tout ce qui est citoyenneté numérique. Donc, effectivement, pour revenir à votre question, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un défi énorme, compte tenu de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au niveau géopolitique, au niveau international. La guerre aujourd'hui, elle est une guerre technologique, c'est une course à la maîtrise des nouvelles technologies, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les lignes sont en train d'être bousculées, les priorités aussi en train de changer. Beaucoup de pays qui étaient censés être parmi les pays les plus développés connaissent des retards. Et là, c'est un enjeu pour l'Algérie, mais en même temps, c'est une opportunité compte tenu du potentiel et des ressources dont l'Algérie dispose. À juste titre, le
la principale richesse aujourd'hui potentielle, c'est bien la ressource humaine, avec la création de beaucoup d'infrastructures et d'écoles dans ce sens-là, à l'instar de l'école de l'intelligence artificielle, de l'école des mathématiques, du numérique et autres écoles de nano et biotechnologie. Alors justement, puisque vous abordez la question de la formation et de l'École nationale supérieure en intelligence artificielle, je l'ai dit au début de cette émission, nous avons en ligne avec nous Monsieur Abdelmalek Bachir. Bonsoir, vous êtes à l'écoute. Alors je voudrais vous poser cette question. Bien sûr, le numérique mène tout droit vers l'intelligence artificielle, maintenant qui est en train de bouleverser des habitudes. Tout cela se prépare, tout cela se met en place pour réaliser les objectifs qu'on s'est assignés. Est-ce qu'on est en train de miser essentiellement sur la formation? Monsieur Abdelmalek Bachir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, l'information est un pilier important pour le développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc l'école a été créée en 2021 et la particularité de l'école est que cette école attire les meilleurs étudiants au baccalauréat. Donc le point fort, ce sont des étudiants qui ont une certaine, qui sont des futurs talents, Inch'Allah. Ces étudiants-là sont formés selon les programmes d'actualité, ou même c'est pratiquement les mêmes programmes qui sont proposés par les meilleures universités du monde. Les enseignants de l'école sont des enseignants d'un grand niveau qui ont eux-mêmes été formés à l'étranger ou même ici en Algérie. Donc, on a tous les outils, tous les moyens, y compris le data center à base de GPU, pour former ces étudiants pour qu'ils soient utiles après leur graduation, pour être utiles et pour accompagner le développement et tirer profit de cette intelligence artificielle. Donc, la plus grande, c'est-à-dire qualité ici, ce sont des étudiants qui sont l'élite qui sur une thématique d'une grande importance. Donc, on est préparé du côté ressources humaines. La ressource humaine n'est pas seulement dans l'école de l'intelligence artificielle, elle est aussi dans les autres écoles qui forment en informatique et aussi dans les universités, en nombre pratiquement qui dépasse les 100 universités. Donc, du côté ressources humaines, on est bien préparé, on essaye d'être toujours à la pointe. L'université a pour rôle aussi de suivre ce qui se passe, d'essayer cela dans le laboratoire de l'école et préparer ces ingénieurs pour après pour le secteur économique. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Abdelmalek Bachir, est-ce que la formation est devenue un socle prioritaire? C'est la question que je vous pose. Parmi d'autres priorités, la formation aussi prioritaire parmi les autres. Pour le développement de l'intelligence artificielle, il y a 3 composantes principales. La première, il n'y a pas de priorité. Donc, il y a la ressource humaine, il y a l'infrastructure, y compris les réseaux haut débit, la 5G, et tous les capteurs qui vont devenir l'Internet des objets, les robots qui vont collecter des données. Et après, il y a les données. Donc, les données, c'est une composante aussi importante. Donc, la formation fait partie de ces 3 composantes pour le développement de l'intelligence artificielle. Je dois aussi dire qu'il y a une stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle. Il y a un conseil scientifique qui a été installé en 2003, qui a proposé une stratégie qui est en train d'être élaborée et finalisée pour qu'elle soit après, Inch'Allah, acceptée. Est-ce qu'on est à la pointe de la technologie en matière de formation, c'est-à-dire la formation qui est dispensée actuellement au niveau du pôle de Sidi Abdallah est la même que celle qu'on pourrait avoir dans les pôles universitaires aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, à Paris ou dans d'autres grandes villes ou capitales du monde?
Absolument. Donc le programme de formation de l'école n'a pas été fait seulement par les enseignants de l'école, mais aussi on a consulté les meilleures universités aux États-Unis, en Chine, en Europe, avec la diaspora. On a beaucoup d'Algériens qui sont des talents dans les universités et dans les centres de recherche et d'innovation. Et les cours de l'école sont pratiquement les mêmes. Nous, en fait, on se base sur les livres, les livres 2025, etc. Tout est disponible en matière de formation. Et la chose aussi importante, c'est qu'on a les cartes graphiques NVIDIA, on a le data center qui est équipé avec le même matériel qui est utilisé pour la génération de cette IA générative dans les meilleurs centres. Donc oui, donc on a le data center, les programmes sont à jour, les enseignants aussi sont de qualité, c'est des enseignants d'un niveau international. Donc côté formation, au niveau de l'école, on est à la pointe. Enseignant aux standards internationaux, une formation aussi de qualité aux standards internationaux. Alors, Monsieur Hassan Dera, moi, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, l'émergence du numérique et qui va mener tout droit vers l'intelligence artificielle, dans certains pays, c'est déjà en vigueur, le digital peut-il devenir un moteur aussi stratégique que l'énergie pour l'économie nationale, comme c'est le cas Absolument. Au niveau international? Absolument. Tout le monde maintenant s'accorde à dire que le développement socio-économique de n'importe quel pays doit impérativement passer par l'intégration massive du numérique dans tous les modèles. Ça, Mais qu'est-ce que cela va transformer? Toute notre vie, tous nos quotidiens, parce que nous toutes vivons nos habitudes? Nous vivons dans un monde qui a totalement changé. On est dans la globalisation. Déjà, on le voit avec le smartphone. Absolument. On est devenus tous accros du smartphone. Avec une génération montante qui est très exigeante en matière d'usage. Montante ou partante? Voilà. Les deux. Exactement. Donc, on est dans un monde globalisé. On est dans un monde, un cyberespace, plus de 5 milliards utilisent Internet. Ça y est, donc même en Algérie, on est une société de numérique, de l'information. On a plus de 25 millions de comptes de Facebook. On a plus de 21 millions de comptes LinkedIn. On est une population branchée, si vous voulez. On a plus de 90% de la population, elle est connectée donc à Internet, soit mobile ou fixe. Il y a beaucoup de progrès. Maintenant, et à chaque fois on le dit, c'est le moment que il y a un retour sur l'investissement. L'État, il a investi en matière d'infrastructure, des écoles, comme il vient de le dire, monsieur le directeur, en matière d'infrastructure technologique, l'Internet, la fibre optique, en matière de mise en place de cadres réglementaires, organisationnels. Mais il faut maintenant absolument qu'on voit le fruit sur la vie quotidienne du citoyen. Maintenant, le citoyen, il faut absolument qu'il bénéficie de ces avantages du numérique pour que donc il y a une certaine forme de lutte contre la bureaucratie, etc. Et donc maintenant, oui, absolument, il faut que le numérique devienne un levier de développement socio-économique. Alors justement, par rapport aux citoyens qui devraient en bénéficier, mais quelle filière aujourd'hui, Monsieur Dera, prioritaire, intelligence artificielle, fintech, e-administration ou industrie 4.0? Bon, si on voit les efforts de l'État, maintenant, les efforts sont concentrés sur l'aspect e-gouvernement ou l'administration électronique. On veut absolument que le service public numérisé soit accessible. Il faut que le citoyen, sa vie soit allégée à travers l'usage des services publics numérisés. Ça, c'est la priorité de l'État. Et également avec l'intégration progressive, si vous voulez, de l'IA dans tous les domaines. Maintenant, on assiste à plusieurs rencontres, à plusieurs conférences sur l'usage de l'IA dans tous les domaines pratiquement. Mais à chaque fois, donc on le dit, il faut absolument que les objectifs qui ont été fixés, la stratégie qui a été donc validée, qui a été élaborée et validée, il faut la mettre en œuvre à travers de projets concrets et surtout des projets fédérateurs. Actuellement, je pense que le souci actuellement de l'État, c'est justement de développer la e-gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui touche l'usage donc du service public numérisé. Et à terme, bien entendu, intégrer le numérique dans l'économie nationale.
à travers le développement de l'économie numérique. D'ailleurs, il y a un objectif ambitieux dans la stratégie, c'est d'atteindre d'ici 2030 20% donc du taux d'intégration de l'économie numérique dans le PIB. C'est un objectif très ambitieux, mais je pense avec cette volonté, cette dynamique, avec les start-up, avec l'État qui s'est engagé par des moyens qui sont vraiment de grands moyens pour qu'on puisse justement réussir ce défi. Maintenant, la balle, elle est disons, chez tous les acteurs qui doivent, à travers une démarche collaborative, une démarche participative, travailler ensemble pour justement réussir ce défi. Alors, M. Abdelrahmane Haddef, ça va totalement transformer notre économie. On va être moins dépendant des hydrocarbures. L'énergie de demain, c'est le digital, c'est le numérique, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'on l'a vu qu'à travers le monde, les guerres, c'est des guerres économiques essentiellement numériques. Et on le voit entre les grands géants du monde, les États-Unis et la Chine. Effectivement, vous l'avez bien dit dans votre introduction, aujourd'hui le numérique devient un levier de développement et surtout un levier de croissance. Laissez-moi donner quelques chiffres. Une récente étude de Harvard réalisée par un économiste, Jason Furman, qui a donné pour le premier trimestre de 2025, l'économie américaine a été tirée à plus de 90% de l'IA. Donc 90% de la croissance qui a été réalisée aux États-Unis provenait des data centers qui utilisaient l'IA. Donc c'est extrêmement important, c'est énorme. En Chine, dernièrement, j'ai été dans une conférence, on a vu l'impact de l'intelligence artificielle et technologie numérique avec un retour sur investissement, comme disait M. Darar, de 1 à 20. On met $1, on collecte $20. C'est énorme comme chiffre. Aujourd'hui, il est extrêmement important que l'Algérie aussi tire profit de ces avantages-là offerts par les technologies avancées, principalement par l'intelligence artificielle. Mais comment transformer la donnée en monnaie ? Monsieur Haddef. C'est un enjeu principal aujourd'hui, ce qu'on appelle la monétisation des technologies. Beaucoup d'investissements ont été réalisés, tels que dans la connectivité, donc l'Internet avec la fibre optique, avec plus de 3 millions d'abonnés connectés à la fibre optique. On est aujourd'hui aussi connecté à la 5G. Donc tous ces investissements-là doivent être aujourd'hui monétisés. Et c'est là où interviennent les solutions technologiques telles que la FinTech, par exemple, qui vient un peu monétiser, transformer ces investissements en valeur économique. La même chose par rapport à tout ce qui est agriculture. Aujourd'hui, on parle de la numérisation de l'agriculture. Ce n'est pas seulement en termes de gouvernance, mais en termes de performance. Aujourd'hui, l'agriculture doit tirer profit des avantages offerts par les technologies numériques, telles que la valorisation de la recherche en termes d'innovation au niveau amont, la maîtrise de tout l'itinéraire technique par l'introduction des technologies numériques. Aujourd'hui, même dans le domaine de la logistique, au niveau de l'agriculture aussi, il y a cette introduction des technologies numériques pour la maîtrise des infrastructures logistiques. La même chose pour l'industrie. Vous avez parlé tout à l'heure de l'industrie 4.0. Effectivement, aujourd'hui, toute la chaîne de valeur industrielle aujourd'hui est impactée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle de production, on parle de smart factories, donc des usines intelligentes qui consomment moins, produisent plus. Et là, on va parler de productivité, on va parler de compétitivité. Et c'est là où on va aller à un niveau supérieur en termes de développement économique. Alors, Monsieur Hassan Derar, bien sûr, par rapport à ce que vient de déclarer à l'instant, Monsieur Abdelrahmane Haddef, il a parlé un peu du PIB américain qui a été tiré à 90% bien sûr, de cette modernisation du numérique et de l'intelligence artificielle
l'avenir, qui va façonner désormais la souveraineté des États. La donnée est une richesse. Comment cette donnée peut être transformée en monnaie? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on a des indicateurs? Et est-ce qu'on a des potentialités? Est-ce qu'il y a déjà les prémices que ces monnaies sont en train de se réaliser dans notre pays également, Monsieur Derar? Oui, absolument. D'abord, le fait qu'il y a un décret, le dernier décret de 30 décembre, le 25-360, qui porte sur la mise en place d'un dispositif de gouvernance de la donnée, c'est une reconnaissance de l'État que la donnée, maintenant, elle est devenue un actif stratégique. Ça, c'est Mais très, très, comment très la important. transformer en monnaie? Justement, la donnée, l'analyse de la donnée, l'extraction des connaissances de la donnée, la conception de la politique publique à travers l'analyse des données, l'interopérabilité, l'échange des données, le partage des données, tout ça, c'est une richesse qui permet dans un État d'avancer d'une manière sûre, d'une manière certaine, en se basant sur des statistiques qui sont sûres et certaines. Donc c'est très important, cette notion de gouvernance. Donc l'État, il vient de reconnaître que la gouvernance, que la donnée est un actif stratégique, qu'il faut absolument le protéger, le sécuriser et l'échanger. Donc cet échange donc entre les différentes institutions. Et là, bien entendu, il faut absolument également mettre en place le dispositif qu'il faut pour réussir ce défi d'échange, de protection et d'usage de la donnée à des fins de conception des politiques publiques et économiques. Mais quel dispositif mettre en place? D'ailleurs, je pense que les orientations de M. le Président de la République dernièrement dans le Conseil d'orientation, il a institué... Conseil des ministres, oui. Conseil des ministres. Donc, il a institué donc, les membres du gouvernement à créer au niveau de chaque département ministériel une commission technique. D'abord, donc ils vont d'abord mettre en place des référentiels, des classifications de la donnée pour que la donnée, quand elle est remontée au niveau plus haut, c'est une donnée fiable, crédible et pertinente. Et donc, à partir de là, on peut concevoir des politiques qui vont aider énormément à se développer d'une manière cohérente, d'une manière harmonieuse. On ne sera plus dans l'approximation. Absolument. Mais en parallèle, bien entendu, il faut absolument cette notion de souveraineté, de protection, d'essayer d'aller vers la dépendance un peu donc technologique à travers, bien entendu, la mise en place des data centers gouvernementaux. Alors, Monsieur Abdelrahman Hadeb, vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport à votre question, comment monétiser ça? C'est continuer à encourager notre écosystème des startups. C'est extrêmement important. C'est eux qui vont un peu traduire ces investissements en valeur économique. Aujourd'hui, quand on parle de start-up, ce n'est pas seulement en termes de consommation de technologie, mais de création de technologie. Et c'est là où on rejoint la thématique de la souveraineté numérique. C'est quand nos startups commencent à créer la technologie. C'est là où on devient indépendant technologiquement. On rompt le lien technologique parce que aujourd'hui, c'est un enjeu vraiment stratégique pour les pays. Alors, data center. D'ailleurs, je fais référence, si vous permettez, oui. Je fais référence au dernier discours du président chinois, Xi Jinping, prononcé le 30 décembre à l'occasion du Nouvel An, où il a annoncé le nouveau plan quinquennal qui est basé sur deux piliers, l'innovation et l'indépendance technologique. C'est des pays qui travaillent à créer la technologie pour devenir indépendants et souverains technologiquement. Alors, l'hébergement local des données stratégiques doit-il devenir une priorité absolue? Monsieur Derar, rapidement sur la question. Oui, c'est une priorité. D'abord, si on va faire un benchmark sur la notion de souveraineté, de dépendance, etc., nous avons pratiquement deux pôles. Il y a la Corée du Sud qui a, depuis les années 80, mis en place une stratégie qui se base sur ce qu'on appelle la dépendance contrôlée pour l'apprentissage. C'est-à-dire
je suis dépendant à un certain degré pour que je puisse apprendre à l'effet d'être indépendant par la suite. Il y a certains États, tels que la Turquie, le Vietnam, qui ont développé, qui se sont basés sur les startups, sur l'innovation, pour justement avoir cette dépendance ou cette indépendance technologique. Et l'État algérien, il a beaucoup misé sur la notion de start-up, sur l'innovation et sur le potentiel humain. Donc il faut maintenant absolument qu'on puisse développer nos propres outils, nos propres technologies, pas forcément toutes les technologies, mais surtout celles qui ont un caractère un petit peu sensible. Et bien entendu, comme vous l'avez bien dit aussi, M. Abdelrahman Hadef, donc il a la notion d'héberger les données en interne, c'est très important comme Mais justement, comme par critère. rapport aux données, les héberger à l'interne, nos réseaux, le data center et solutions logicielles, est-ce qu'ils réduisent réellement la dépendance extérieure, protègent nos données de l'intérieur, puisque nous savons que tout le monde aujourd'hui se bagarre la donnée, Pour être ou se honnête, dispute la donnée. Pour être honnête, la souveraineté totale, c'est utopique. Parce qu'il n'y a aucun État qui est vraiment indépendant technologiquement. Mais ils L'un essayent dépend de l'autre. l'être. Mais on essaye un petit peu. C'est-à-dire il faut faire une cartographie, si vous voulez, des domaines qui sont critiques. Il faut des alternatives Oui. aux plateformes étrangères. Minimiser, par exemple, l'hébergement extérieur de nos données, mettre en place un cadre réglementaire qui protège les données à caractère personnel, développer des solutions technologiques sensibles propriétaires, mais tout en se basant sur d'autres technologies qui permettent également de nous avancer. Parce que penser uniquement indépendance et se cloisonner, se retirer de ce monde, c'est un risque. Donc il faut absolument... On ne peut en plus même le temps, faire maintenant. oui, donc il faut absolument protéger, mais également, c'est vraiment un peu paradoxal, hein, donc protéger, innover. Donc il faut chercher cet équilibre entre innovation et protection et souveraineté. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie dispose d'une réelle opportunité en termes d'hébergement des data centers. Vous savez, l'enjeu principal aujourd'hui pour les data centers, c'est quoi? C'est qu'ils sont énergivores. C'est un enjeu stratégique mondial. Vous savez qu'aujourd'hui, les data centers à travers le monde consomment 3% de l'énergie électrique mondiale. Et à l'horizon 2030, ça va dépasser les 6% de consommation énergétique. Et là, l'Algérie dispose justement d'un atout stratégique. On a un avantage C'est pour comparatif. cela- voilà, c'est pour cela, je dis plutôt encore mieux, on a un avantage compétitif. C'est pour cela que je dis qu'on peut inverser la tendance. On peut aujourd'hui lancer des grands projets de fermes. D'ailleurs, on vient d'organiser un afterwork dernièrement sur la possibilité de lancer de grands projets de fermes GPU. C'est-à-dire, c'est les data centers qui sont orientés intelligence artificielle. Et l'Algérie dispose de cette capacité de lancer de grands projets et devenir un acteur en termes d'hébergement des données, pas seulement pour l'Algérie, mais pour toute la région. Alors, nous avons toujours en ligne avec nous Monsieur Abdelmalek Béchir, qui est directeur de l'École nationale supérieure en intelligence artificielle. Moi, je voudrais aborder un autre aspect avec vous, un peu différent de ce que nous avons déjà discuté avec nos invités ici présents, avec vous également, mais sur le phénomène de la cybersécurité. Est-ce que cette question est prise en priorité également au niveau de votre école supérieure en intelligence artificielle? Oui, la cybersécurité est très importante. On l'enseigne donc au niveau de l'école à travers des matières. On a aussi une équipe de recherche dans le laboratoire de recherche scientifique de l'école toute une équipe de recherche qui est dédiée à la sécurité. La sécurité, les deux aspects, alors l'intelligence artificielle pour la sécurité et la sécurité pour l'intelligence artificielle. Additionnellement aussi, donc on encourage les étudiants porteurs de projets pour futures startups ou après futures petites entreprises à travailler sur les aspects de sécurité. Donc on a des relations avec les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de la cybersécurité privée, des entreprises privées au niveau national. On a des contacts avec eux et il y a des étudiants qui font des stages pour un peu contribuer à l'enrichissement et du capital humain spécialisé dans la cybersécurité. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a une école spécialisée dans la cybersécurité au niveau du
du pôle technologique de Sidi Abdallah, qui est l'école nationale supérieure de cybersécurité. Donc, et ce sont nos voisins, donc les enseignants généralement participent dans la formation des étudiants des écoles. Les étudiants de cybersécurité sont aussi camarades des étudiants de l'intelligence artificielle. On participe aussi à cet écosystème qui tient compte de la cybersécurité pour les systèmes de l'intelligence artificielle. Donc, au niveau de cybersécurité, et si vous permettez, je voudrais aussi rebondir un petit peu sur la question de comment transformer la data en argent. Donc, à mon avis, il y a deux aspects. Le premier, c'est que si on a beaucoup de données et d'une bonne qualité, donc ces données, donc on peut faire du data mining, détecter des corrélations et avoir des patterns, et ces patterns-là peuvent mener à la proposition de nouveaux produits, des startups qui peuvent naître de la détection de certaines corrélations des données. Donc nos données donc sont spécifiques à l'Algérie, donc il n'y a pas de compétition, donc nos startups ont travaillé sur nos données. Et le deuxième point, c'est que si on a les données, on a l'information, et ça permet de faire des économies, mais vraiment sur tous les échelles. Et ces économies-là permettent de mettre l'argent à côté, qui peut aussi après être investi dans d'autres projets qui peuvent avoir un retour et créer de la richesse. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, moi je voudrais rebondir un peu sur certains aspects. Nous avons vu aujourd'hui que le monde est en train de se transformer totalement. On parle de l'ingérence politique, on parle de l'ingérence militaire, on parle même de guerre militaire et de guerre de l'armement. Mais à l'avenir, on va parler un peu de désinformation, de manipulation des masses et aussi de l'ingérence numérique. Est-ce que ce sont des données aujourd'hui qui doivent être perceptibles au niveau, bien sûr, de votre école, de telle sorte à appréhender ces nouvelles menaces à l'avenir? Absolument, c'est une question d'une très grande importance parce que cette influence, elle va être encore plus, moi je dirais, pour les générations d'un certain âge, donc qui n'ont pas été affectées par ces systèmes depuis leur jeune âge, donc ils sont un peu moins influençables, si on peut dire comme ça. Mais les jeunes générations, ce sont elles qui utilisent l'IA massivement et qui font confiance à l'IA et qui ont tendance à ne pas faire suffisamment attention aux questions de la vie privée, du fact-checking, ces choses-là. Et dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'école? Donc, on ne fait pas que des hard skills, c'est-à-dire on n'enseigne pas seulement les mathématiques et l'algorithmique, l'informatique et les nouvelles technologies, mais on enseigne aussi les modules de soft skills. Et parmi les choses sur lesquelles on n'arrête pas d'essayer de sensibiliser les étudiants aux questions liées à ces histoires qui sont en relation avec la manipulation, les histoires de protection de données à caractère personnel et aussi à essayer d'innover dans ce sens, à produire des solutions innovantes qui peuvent mener à des produits qui permettent un peu de réduire l'effet de cette manipulation, de ces données, de ces opinions parfois qui sont véhiculées par l'IA générative. Cybersécurité et guerre informationnelle, l'Algérie est-elle suffisamment préparée face aux cyber-attaques, bien sûr, Monsieur Hassan Dera, visant ses institutions et son économie, puisque nous avons vu que beaucoup de pays subissent des attaques, même nous, on a subi des attaques cybernétiques.
Oui, absolument. C'est un volet, c'est un aspect très, très, très important que parfois, c'est vrai, on l'appréhende, mais pas assez. On parle souvent et beaucoup sur l'apport de l'IA dans les différents secteurs d'activité, mais on oublie que l'IA maintenant est devenue une véritable arme. On parle on l'a déjà sur notre smartphone. Absolument. On parle de guerre hybride. C'est cette dualité entre l'usage donc des techniques de guerre classiques avec les technologies. On parle également des guerres cognitives. Nos cerveaux maintenant sont devenus un champ de bataille. On est formaté. La manipulation. Indirectement. La désinformation, la malinformation. D'ailleurs, lors du dernier, en 2024, le forum de Davos, qui a regroupé les experts du monde, si vous voulez. Donc un sondage, une étude a été réalisée, donc un sondage auprès de ces experts-là. 200 experts qui ont été interrogés, tous étaient unanimes. La première menace dans le monde, c'est bien la désinformation. Les fake news, les deepfakes, c'est très difficile maintenant de faire la différence et de détecter la fausse de la vraie information. Absolument. Et justement, l'IA maintenant, elle est en train de se développer d'une manière extraordinaire. On parle maintenant de l'IA agentique. Ce sont des agents qui sont automatisés, qui échangent de l'information. Vous savez, maintenant, l'IA, elle est utilisée elle-même pour développer des fake news et deepfakes et en même temps des agents IA qui doivent vérifier qu'effectivement, on ne peut pas détecter la mauvaise information. Moi, je pense on l'a vu dans pas mal de conférences et de rencontres, que l'État algérien, il est conscient de ces enjeux-là. Il y a beaucoup de travaux, donc des travaux de sensibilisation auprès de la société. Parce que le premier, la parade, c'est la sensibilisation. C'est d'avoir une culture citoyenne orientée vers la vérification de l'information. Avant de partager l'information, avant de commenter l'information, il faut d'abord s'assurer que c'est une information sûre. Et là, le citoyen, il a une très grande part de responsabilité dans cette mouvance, si vous voulez. Alors, Monsieur Abdelrahman Hadef, rapidement, l'ingérence numérique, les guerres cybernétiques, il faut être extrêmement prudent. C'est les guerres de l'avenir. Ah ben oui, aujourd'hui... On est indirectement formaté aussi. Oui, effectivement. Manipulé, formaté. Je pense que la sensibilisation, elle est là. Je pense que c'est tout le monde qui est sensible à cette question. Aujourd'hui, maintenant, l'Algérie a mis en place tout ce qui est cadre organisationnel avec une autorité qui est chargée de la cybersécurité, tout ce qui est aussi cadre législatif. Maintenant, il faut aussi aller vers la mise en œuvre de tout ce qui est maintenant prioritaire en termes de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un monde, c'est une économie qui se chiffre en centaines de milliards de dollars. Et la cybersécurité, ce n'est pas des solutions qu'on ramène à la fin. C'est des aspects qu'on conçoit au départ de tout système. Alors, Monsieur Derard, on va faire un peu vite, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, quelle gouvernance pour coordonner les acteurs publics et privés ? Absolument. Je pense que c'est le plus grand défi. Certes, il faut reconnaître qu'on a une certaine insuffisance, si vous voulez. Ce partenariat privé-public dans le domaine des technologies, on n'arrive pas vraiment à le renforcer. Et l'enjeu, elle est là. Donc, les technologies, l'appropriation, la maîtrise de ces technologies et justement faire face à ces enjeux-là ne peut se faire uniquement par l'État. Il faut absolument associer le privé comme étant un partenaire indissociable de cette stratégie, de cette vision. L'enjeu, les défis sont grands et c'est pas à l'État lui seul qui peut faire face à le citoyen, les acteurs privés et publics. Ce sont les trois composants, trois piliers de cette donc voilà, pour faire face à ces enjeux. Alors, Monsieur Abdelmalek Bachir, je m'adresse à vous pour cette question qui est cruciale également, puisque vous avez parlé un peu de la formation des générations futures face bien sûr à ces nouveaux défis que la planète est en train aujourd'hui de gérer dans sa globalité. On parle essentiellement en ce moment de géopolitique du numérique, comment préserver l'indépendance de l'Algérie face aux géants
technologiques mondiaux? C'est par la formation des ingénieurs ou par une stratégie qui doit être mise en place en termes, bien sûr, de vision et d'objectifs à atteindre? Oui, dans ce sens, l'école forme les futurs ingénieurs, mais pendant la formation, on essaie de les sensibiliser à créer leur propre entreprise. Et c'est un des éléments qui va après aider les grandes entreprises, ces petites, on va dire ces petites entreprises et les startups vont faire partie, et c'est un élément essentiel d'un écosystème basé sur l'innovation. Donc, l'objectif principal, c'est de passer vers une économie basée sur l'innovation. Basée sur l'innovation, il faut créer cet écosystème. Cet écosystème, il a besoin de plusieurs piliers, donc généralement 5 piliers. Il a besoin de l'université, il a besoin d'une bonne gouvernance, des textes réglementaires, il a besoin de la grande entreprise et il a besoin aussi des petites entreprises et les startups. Donc ces étudiants-là, donc quand ils après formeront leur petite entreprise et leur start-up, ils vont être travaillés, ils vont offrir des services aux citoyens directement, ils peuvent aussi offrir des services aux grandes entreprises. Donc, je pense que parmi les éléments importants, si on réussit à créer cet écosystème, donc cet écosystème va nous rendre un peu moins dépendants des géants au niveau international. Donc, on va avoir des entreprises qui proposent des produits made in Algeria dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et l'espoir est que ces petites entreprises, toutes les startups qu'on voit, les géants maintenant qu'on voit au niveau international, ils ont commencé petits. Donc c'était toujours des petites startups, sans les nommer. Donc c'était des petites startups. Et après, ils ont grandi, ils sont devenus des géants au niveau des géants multinationaux. Donc, on va essayer de créer des startups et on espérera que ces startups grandissent et contribuent à un peu offrir des solutions locales et réduire un peu l'indépendance aux produits des géants internationaux. Mais est-ce que vous êtes en train d'accompagner ces startups? Oui, donc les startups à notre niveau. Donc l'université progresse. Donc dans le passé, c'était seulement la formation et la recherche scientifique, souvent académique. Maintenant, depuis quelques années, c'est devenu l'innovation. Donc on a au niveau de l'école une structure pour la formation, une structure qui est le laboratoire de recherche, une autre structure de grande importance auquel on donne une grande importance, qui est l'incubateur et le centre de développement de l'entrepreneuriat. Donc l'incubateur, c'est comme ça se fait partout dans le monde, l'incubateur, c'est justement là où on accompagne les porteurs de projets qui ont un potentiel pour devenir une start-up. Et le CDE, donc c'est le centre de développement d'entrepreneuriat, c'est pour l'accompagnement des étudiants qui ont des idées qui vont pas mener à une start-up, mais qui vont mener à une petite entreprise. Donc, l'incubateur et les centres de développement d'entrepreneuriat fait beaucoup d'activités. Ils ont un budget assez correct. Et nous, donc, c'est une partie importante des activités des enseignants de l'école. En ce moment, on a organisé plusieurs événements. On essaie de se connecter avec les acteurs de l'écosystème, le privé au public. On a organisé un pitch day. On a invité plusieurs patrons des entreprises privées. Dans ce pitch day, il y a 30 porteurs de projets pour devenir des startups qui ont pitché leurs idées, qui ont été classées, auxquelles on a donné des conseils, et on a même qui ont
eu des propositions d'investissement de la part du secteur privé. Donc, toutes ces activités-là, donc on espère que ça va mener à la création de start-up. Après, donc, c'est notre rôle. Et après, ça ne peut pas se limiter à ça. Ces étudiants, ces start-up ont besoin de fonds. Ils ont besoin de fonds. Un fonds pas forcément public aussi. Il serait bien s'il serait en partenariat public-privé. Et après, il faut qu'il y ait aussi, comme je viens de le dire, c'est dans l'écosystème, il y a nous, l'université, qui formons ces étudiants, on accompagne ces étudiants au niveau des incubateurs, et après, il faut qu'ils aient accès à des fonds pour développer leur business, et il faut aussi qu'ils aient accès aux grands groupes, aux grandes entreprises pour les accompagner, parce que généralement, ce sont eux qui ont besoin de services de ces startups ou de ces petites entreprises, ou après un certain accompagnement pour si ces startups ont des produits pour être vendus directement aux citoyens. Alors, Monsieur Hassan Derar, il faut des fonds. Il faut aussi une vision stratégique. Il faut mettre en place une feuille de route à horizon 2030, 2040, 2050 pour assurer cette souveraineté numérique inclusive. On est à la fin de cette émission. Oui, moi je pense cette étape de planification, de stratégie, de vision, d'objectif, de réflexion, donc on l'a vraiment dépassée. Maintenant, on est dans l'exécution, on est dans la mise en œuvre. C'est l'instruction du président. Absolument. Maintenant, il faut absolument qu'on voit les fruits, si le mot est exact, de ce que nous avons accompli déjà après 5 ans de mise en place d'écosystèmes, de start-up, d'innovation, de projets, d'entreprises, de stratégies. Maintenant, il faut qu'on voit réellement les solutions, les outils qui sont utilisés. On aimerait bien voir, communiquer sur l'ensemble des technologies, des outils qui ont été développés en Algérie et qui sont utilisés en Algérie. Ça va donner un petit peu, en quelque sorte, ça va donner une certaine force pour aller justement dans ce parcours ambitieux que l'État veut absolument réussir d'ici 2030, avoir une Algérie numérique 2030. Alors, Monsieur Abdelrahman Hadef, rapidement, quel rôle pour l'État, les start-up, l'université, le monde économique, tous ces partenaires dans ce projet national de la numérisation? Mais rapidement, Monsieur Hadef. De souveraineté numérique. Écoutez, les grands pays sont en train de mettre de grands programmes pour la souveraineté numérique. Je donne l'exemple des États-Unis, je reviens toujours, c'est une référence. 500 milliards de dollars Stargate à l'horizon 2030. Il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et surtout aller vers une vision d'attractivité des investissements dans le domaine des fermes GPU. C'est le pilier de la souveraineté numérique. Mais est-ce que les partenariats internationaux sont compatibles avec une souveraineté réelle? Si on arrive à mettre en place ce que disait M. Hassan Dara tout à l'heure, une gouvernance des aides, une gouvernance algérienne du numérique, ça ne posera aucun problème. Alors, sur le plan de financement, il faut que ce soit prioritaire également, Monsieur Derar. Rapidement, oui, on le voit, donc on le voit, la politique, la volonté politique, donc elle est là. Elle est manifestée. Donc on le voit, chaque 15 jours, chaque conseil de ministres, il y a un état d'avancement de numérique. Ça dénote de cette volonté, de cette ambition de très haut niveau à réussir ce défi. Moi, je pense qu'on peut le réussir si on arrive à travailler ensemble autour de projets fédérateurs, autour donc d'un travail collaboratif et encore dans nos actions. Il ne faut pas que les actions soient diluées. Il faut qu'on travaille de manière concertée. On a un HCN au commissariat, on a un ministère des startups avec son écosystème, on a un ministère de la Poste et des télécommunications avec ce qui touche l'infrastructure et on a également le privé. Il faut absolument qu'on travaille ensemble et c'est le secret, si vous voulez, de la réussite de cette transformation numérique. Alors, M. Hadef, on a oublié aussi un élément essentiel qui est le citoyen. Il faut l'inclure également dans cette stratégie. Parfaitement. D'ailleurs, il est cité dans l'axe stratégique de la stratégie nationale de transformation numérique. Aujourd'hui, la citoyenneté numérique devient un enjeu important. À mon avis, il faut miser sur la jeunesse.
La jeunesse, c'est elle qui va un peu façonner notre monde numérique de demain. Elle est connectée, elle maîtrise. Il faut lui faire confiance. Le directeur de l'école de l'intelligence artificielle l'a bien étalé. Aujourd'hui, nous avons une compétence dans ce domaine-là. Il faut lui faire confiance et l'encourager à devenir notre armée dans le domaine du numérique. Et bien sûr, nous savons que le numérique redessine aujourd'hui les frontières de la puissance. Pour l'Algérie, l'enjeu dépasse la simple modernisation. Il s'agit de protéger son indépendance, ses données et son avenir économique. La souveraineté numérique sera l'un des grands chantiers des prochaines décennies en Algérie et à travers le monde. Et on le voit aujourd'hui avec cette compétition mondiale et elle exige aujourd'hui une vision des investissements et la mobilisation des compétences nationales, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Alors, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission débat. On pourrait en discuter pendant des heures, mais on est limité par le temps. Alors, monsieur Hassan Derrah, je vous remercie infiniment d'avoir été présent avec nous à ce débat. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes un maître de conférence à l'École nationale supérieure de management, ancien secrétaire général au ministère de la numérisation et des statistiques. Et bien sûr, vous avez à côté de vous monsieur Abdelrahman Hedef, qui a pratiquement le même parcours, puisque vous avez fréquenté les mêmes lieux, le même ministère. Il est consultant et expert en géoéconomie, spécialiste des enjeux stratégiques du numérique et de leur impact sur l'indépendance économique. Et nous avons eu également le plaisir d'avoir en ligne avec nous M. Abdelmalek Bachir, qui est directeur de l'École nationale supérieure en intelligence artificielle. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, au revoir. Je vous retrouve samedi prochain.